au 13 Miller's Court à Whitechapel, l'heure n'est plus à la fête. Un 5e corps a été retrouvé atrocement mutilé dans une chambre du quartier. Celle-ci a été bouclée par les policiers qui sont arrivés sur place quelques minutes après la macabre découverte par le logeur. L'inspecteur Frederick Aberline est là et affiche une mine déconfite lorsqu'il entre dans la chambre pour faire les premières constatations avec le nouveau médecin légiste, le docteur Thomas Bond. Thomas n'ose pas les rejoindre dans la chambre. Ce qu'il a vu l'a traumatisé. L'image de ces amas de chair, de ce corps complètement réduit en bouillie, reste figée dans son esprit. Après de longues minutes, l'inspecteur Aberline ressort, encore secoué par ce spectacle abominable. Il fait part de ses premières observations à ses hommes et aux journalistes. Le logeur a permis d'identifier rapidement les victimes. Il s'agit de Mary Jane Kelly. Contrairement aux victimes précédentes, c'est une prostituée régulière et elle était beaucoup plus jeune puisqu'elle n'avait que 25 ans. Elle est aussi la seule des victimes de l'éventreur à avoir été assassinée en intérieur, ce qui a laissé tout le temps au tueur pour peaufiner ses mutilations. La scène de crime est gelée par quelques photographies avant que l'ensemble du groupe ne se dirige vers la morgue du quartier pour procéder à l'autopsie de la pauvre Mary Jane. Le rapport d'autopsie, rédigé par le médecin légiste Thomas Bond, est tout simplement terrifiant. La jeune femme n'a pas seulement été éventrée. Son visage a été mutilé jusqu'à l'os. Ses seins ont été coupés. La peau de ses cuisses arrachée, son abdomen ouvert et ses organes éparpillés dans la pièce. Cependant, Bond ne se limite pas à l'examen du cadavre. Après 5 meurtres commis en l'espace de 2 mois, il avance des hypothèses sur la personnalité de ce Jack l'Éventreur, offrant ainsi le premier portrait psychologique du tueur. Pour lui, il est certain que ces 5 crimes sont l'œuvre de cet homme. Les rapports d'autopsie évoquent à chaque fois un même mode opératoire et des mutilations similaires. Bond doute que l'assassin soit un médecin. Selon lui, le tueur serait plutôt un boucher ou un équarrisseur. Son profil psychologique semble clair en revanche. Le meurtrier est un homme ordinaire, un individu solitaire, et sujet à des crises de manie meurtrière et sexuelle. En cette fin du 19e siècle, nous sommes au balbutiement du profilage criminel, et le médecin est l'un des premiers à brosser le portrait d'un tueur en série. Pour lui, Jack l'Éventreur est un psychopathe, animé de pulsions sexuelles et engagé dans un jeu sinistre avec la société, la police et les médias. Après le meurtre de Mary Jane Kelly, la paranoïa gagne toute la société, jusqu'au cœur de Londres. Les rumeurs désignent toutes sortes de coupables, et l'on va même jusqu'à suspecter un membre de la famille royale britannique. Bonjour, je suis Florian Bayou. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le dernier que nous consacrons à l'histoire de Jack l'Éventreur, un tueur en série non identifié qui a sévi dans le quartier de Whitechapel, à Londres, à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, je vous parlerai du 5e et dernier meurtre de Jack l'Éventreur et de la postérité du tueur jusqu'à aujourd'hui. Pendant tout le mois de novembre 1888, Thomas travaille d'arrache-pied sur les différents meurtres de Jack l'Éventreur, qui ont secoué Whitechapel. Très éprouvé par les différentes scènes de crime qu'il a pu voir, il décide de se concentrer sur l'enquête et conserve des liens étroits avec la police, notamment avec l'inspecteur Aberline. Il publie de nombreux articles sur l'enquête et réussit à être le premier à publier le rapport d'autopsie et surtout les conclusions du docteur Bond. Une première dans l'histoire.
À une époque où la police se nourrit surtout des travaux du criminologue français Bertillon et ne dispose pas encore de département scientifique, ce premier pas vers le profilage fait sensation. Les ventes du Daily News progressent et Thomas est devenu l'un des reporters les plus suivis et respectés de Londres. Pour autant, il a dû parfois faire des compromis. Le rapport du Dr Bond contient énormément de détails difficilement supportables. Si cette Mary Jane Kelly a une famille, celle-ci doit être meurtrie de voir que le traitement que le tueur lui a réservé fasse la une des journaux. L'affaire Jack l'Éventreur fait tellement de bruit que celle-ci dépasse les frontières britanniques. On parle du tueur en Europe ou encore aux États-Unis. Le tueur fascine autant qu'il inquiète. Jamais on n'avait vu pareille violence dans les rues de la plus grande ville du monde. Du côté de Scotland Yard, l'enquête patine. La pression médiatique et populaire sur Scotland Yard est écrasante et les indices sont maigres. Jack l'Éventreur semble avoir stoppé son parcours criminel. Surtout, les moyens de la police pour enquêter restent très limités et de nombreuses erreurs ont été commises lors de l'enquête, ce qui a eu pour effet d'entacher des preuves. Pourtant, la police interroge plus de 2000 suspects au total. Des personnes souffrant de pathologies mentales viennent même de leur plein gré au commissariat pour s'accuser des meurtres. Mais une fois les alibis retracés, ces derniers ne permettent pas de lier ces hommes au crime. Devant cette impasse, la spéculation et les rumeurs vont de bon train. En raison des mutilations subies par les femmes assassinées, on imagine toutes sortes de coupables. Ce serait pour certains un médecin fou, à la manière d'un Dr Jekyll et Mr Hyde, le roman à succès de Robert Louis Stevenson, sorti 2 ans plus tôt. Pour d'autres, ce serait un barbier, habitué à manier des lames. Mais bientôt, c'est vers Buckingham Palace que les regards se tournent. Connu pour sa vie nocturne agitée et ses nombreuses maisons closes, c'est justement à Whitechapel que les jeunes aristocrates, issus d'importantes familles anglaises, viennent se débaucher le temps d'une soirée, loin de leur beau quartier de la stricte morale victorienne. Parmi eux se trouve le prince Albert, fils aîné du roi Édouard VII et héritier au trône d'Angleterre. Cette théorie fait particulièrement vendre, mais Thomas ne cède pas à la rumeur populaire. Il ne croit pas à la thèse du prince de Galles, comme meurtrier sanguinaire des bas-fonds de Londres. On évoque par la suite plusieurs suspects qui sont tous interrogés puis disculpés, comme Sir William Gull, le chirurgien de la famille royale, ou encore John Williams, le gynécologue de la princesse Béatrice. Là encore, les interrogatoires ne donnent rien. Retour à la case départ. Thomas épluche encore et encore les rapports d'enquête, les autopsies, les témoignages, en espérant trouver quelque chose qu'il avait peut-être manqué jusqu'ici. Malheureusement, les semaines puis les mois passent, et petit à petit, les rumeurs autour de Jack l'Éventreur s'estompent. L'inspecteur Aberline prend sa retraite l'année suivante, et Scotland Yard ne parvient pas à mettre la main sur l'insaisissable Jack l'Éventreur, qui ne fait plus parler de lui. L'enquête est close officiellement en 1892. Les meurtres de Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edowes et Mary Jane Kelly n'ont pas été résolus. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Le meurtrier n'a jamais été arrêté, et Londres n'a jamais été aussi divisée entre la haute société londonienne, où règne un sentiment d'impunité, et la misère de Whitechapel, où s'entassent les miséreux, les vagabonds et les crimes de toutes sortes. Thomas, qui a pris du galon, continue son travail au sein du Daily News, enquête sur d'autres crimes à Londres et met en lumière les conditions de vie déplorables des habitants de Whitechapel. Mais l'affaire Jack l'Éventreur le hante longtemps. Pour lui, c'est l'affaire d'une vie. Alors il ne perd pas de vue le fait que le tueur, tapi dans l'ombre, peut ressurgir à n'importe quel moment.
Il garde en tête l'analyse du Dr Bond, qui expliquait que Jack l'Éventreur est très certainement un homme ordinaire, qui peut donc passer facilement à travers les mailles du filet de la police. Même si le tueur est resté introuvable, et Scotland Yard mise en échec, l'identité de Jack l'Éventreur continue de fasciner l'Angleterre, et le monde entier, jusqu'à nos jours. Il est encore aujourd'hui le tueur en série le plus connu et le plus médiatique. Pendant plus de 130 années, des hypothèses sur l'identité de Jack l'Éventreur émergent régulièrement, au point qu'il devient l'unique objet d'une nouvelle discipline créée dans les années 1970, la ripperologie. En effet, plusieurs dizaines d'enquêteurs, d'écrivains ou encore de simples amateurs passionnés par l'affaire élaborent plusieurs théories. L'écrivain Sir Arthur Conan Doyle a ainsi proposé une thèse inédite. Pour lui, Jack l'Éventreur était une femme. Le célèbre créateur de Sherlock Holmes explique que la raison pour laquelle l'éventreur était capable de commettre les meurtres et de disparaître ensuite si efficacement était que la tueuse a pu travailler comme sage-femme et pouvait donc porter des vêtements ensanglantés sans attirer l'attention et se rapprocher plus facilement des victimes. En 2002, la romancière américaine Patricia Cornwell fait paraître un livre dans lequel elle affirme avoir trouvé l'assassin. Selon elle, Jack l'Éventreur était un artiste anglais, un certain Walter Sickert. Cet ami du peintre impressionniste Edgar Degas avait réalisé une série de tableaux appelés « Les nus de Camden Town », sur laquelle sont peintes des prostituées nues allongées sur des lits. Pour l'écrivaine, ces tableaux sont la preuve d'une névrose meurtrière. Quelques années plus tard, en 2014, Russell Edwards, un homme d'affaires britannique, publie également un livre dans lequel il affirme que Jack l'Éventreur serait en réalité Aaron Kosminski, un barbier de Whitechapel qui souffrait de problèmes mentaux, mais qui, faute de preuves, avait été relâché par Scotland Yard. D'ailleurs, cette piste est crédibilisée par d'autres analyses, ADN cette fois. En effet, en 2019, une étude britannique semble confirmer qu'Aaron Kosminski est bien le tueur londonien. Mais de nombreux experts expliquent que l'étude est truffée d'incertitudes et que celle-ci ne prouve au mieux qu'une relation intime entre ce barbier et l'une des victimes. Jack l'Éventreur est aussi devenu un personnage à part entière dans la culture populaire. On peut marcher sur ses traces dans l'East End londonien et la littérature, le cinéma ou encore les séries télé s'en emparent à de multiples reprises, faisant de lui le meurtrier le plus célèbre de tous les temps. Au fur et à mesure des années et des centaines d'hypothèses avancées, on finit par se demander si Jack l'Éventreur a réellement existé, ou s'il n'est pas le fruit de l'imagination des médias de l'époque victorienne. Certains voient en lui une figure davantage symbolique, un spectre surgissant des ruelles sombres de Whitechapel pour incarner les maux sociaux et criminels de son temps. Après tout, il écrivait bien depuis l'enfer. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou et réalisé par Julien Roussel. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.